On repart. Encore un mot sur... Juste parce que après je vais pas en parler et puis comme je fais des sommaires et après on dit donc la grande démission remplacée par le grand regret. Je sais pas si vous voulez, mais juste dire. Donc c'est la tendance qui monte aux États-Unis, qui monte. En fait le papier là qu'on voit là m'a été envoyé par le DRH d'une grande boîte du CAC 40 qui travaille beaucoup aux États-Unis et il m'a dit qu'effectivement, donc c'est pour ça que j'en fais écho. Il m'a dit qu'effectivement, c'était quelque chose qu'il constatait. Donc, en gros, une série d'études qui arrivent aux États-Unis et qui montrent qu'un certain nombre de ceux qui ont démissionné se disent, comme le dit l'article, que l'herbe, finalement, n'est pas plus verte ailleurs. Et ils sont, pour beaucoup d'entre eux, alors, c'est des études partiales, on va voir comment tout ça va arriver. Mais pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ce serait l'idée que, bah oui, effectivement, on va essayer de retourner. Non, juste un petit commentaire, c'était encore un des effets du fameux nouveau monde post-Covid qui en fait totalement pchit. On retourne au bureau. Ce même DRH de très grands groupes me disait mais maintenant on est intransigeant, voilà, sur 2 jours pas plus de télétravail et encore. Voilà. Donc on retourne au bureau, on retourne dans des boîtes et on va recommencer le business comme il était avant, quoi. Voilà. Il y a une tentation. Voilà, et puis les gens... Tentation de liberté. Non, mais les gens finissent par en souffrir énormément. Bah oui, ils reviennent en disant mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, il y a un nouvel outil, c'est le télétravail. On a appris à vivre avec. C'est un des paramètres. C'est enrichissant de pouvoir jongler avec, mais que ça soit une panacée et un nouveau modèle, c'est absurde. Après, on voit bien qu'on est sur des interprétations des phénomènes post-Covid. Enfin, le fait que le Covid a quand même été un choc et qui structurellement bouleversé notre rapport au travail, je pense que ça, c'est quand même une réalité. Tu crois que ça reste une réalité ? Moi, je pense que ça changera forcément. Après, c'est vrai qu'aux US, tout est amplifié parce que on a quand même des boîtes qui ont licencié massivement en pleine crise sanitaire, des employés dont le contrat à la couverture santé dépend quand même de leur emploi pour les réembaucher quelques mois plus tard. Bon, on comprend qu'effectivement, c'est une rupture aussi du contrat de confiance et tout ça dans un moment où le marché de l'emploi était hyper dynamique, avec beaucoup d'opportunités de job. Les gens se sont dit, attends, prenons le temps de réfléchir. Avant d'y retourner, je vais réfléchir 2 secondes. Beaucoup de possibles ouverts. La réalité, c'est que les jobs qualifiés, intéressants, de qualité, ne sont pas répartis de manière équitable sur le territoire, que le full télétravail, c'est quand même compliqué, que non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, il y a évidemment, le balancier est parti très loin, il va revenir. Ouais, moi j'ai l'impression. Mais il ne va pas revenir, je pense qu'il ne reviendra pas exactement là où il était, mais c'est plutôt pour le mieux. Enfin, il va y avoir un ajustement. Après, je pense que les employeurs sont très contents de se dire, ça y est, ils regrettent. Exactement. On a envie de pouvoir... Bon, je pense que ce n'est pas aussi simple. Non, en plus, alors je ne peux pas citer son nom, mais la boîte en question est quand même très connue pour la qualité exceptionnelle de ses ressources humaines. Voilà, elle a les moyens. Bertrand, tu as un commentaire là-dessus ? Je crois que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le fait qu'aux États-Unis, il y a une vague de licenciements très, très, très massive et très violente pendant quelques mois, au plein cœur a pu distendre le lien entre les salariés et les entreprises. Et bon, c'est pas des mouvements qu'on observe en France. Il n'y a pas de quiet quitting, il n'y a pas de ce mouvement. Il y a une hausse des démissions, mais qui s'explique assez facilement par le niveau de la conjoncture exceptionnelle. Oui, il y a quand même un record de rupture de CDI. Oui, il y a un record. Mais effectivement, j'ai lu comparable à 2007 et à 2000. C'est-à-dire, voilà. Pas dans des proportions absolument anormales, on va dire. On est d'accord. Et par ailleurs, ce ne sont pas des gens qui vont élever des chefs dans le Larzac. C'est des gens qui trouvent un travail ailleurs, modulo peut-être en passant un petit peu par l'assurance chômage, mais en étant sûr de retrouver du travail, c'est quand même mieux comme ça. Mais il n'y a pas de mouvement. Et par ailleurs, et ça c'est très encourageant, la population active ne diminue pas du tout, elle augmente. Ce qui fait que les gens ne quittent pas le marché du travail. Ils restent sur le marché du travail, simplement ils essayent de voir si effectivement ils ont de meilleures conditions de travail ailleurs, ou de meilleurs salaires. Donc, fin du quoi qu'il en coûte, c'est une source gouvernementale, on va dire ça comme ça, que j'ai lu dans les Échos, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, l'idée que, même si là, en fait, Elisabeth Borne a confirmé qu'on allait continuer, mais de manière moins importante, une forme de bouclier énergétique. Mais cette phrase m'intéresse beaucoup. On voit une crispation de plus en plus forte au sein de la population à l'égard de la distribution de chèques dont chacun s'estime injustement privé.
C'est un peu ce qu'on disait sur le RSA, Non, quelque part. Mais c'est le paradoxe de la dépense publique. Mais le paradoxe de la dépense publique, c'est qu'il mécontente finalement tout le monde. Exactement. Ceux qui le touchent disent mais qu'est-ce qu'on fait avec 100 euros aujourd'hui ? Ceux qui ne le touchent pas, ils disent pourquoi pas moi. Finalement, ça crée une attente et cette attente, elle engendre toujours une attente toujours supérieure. Il faudrait que ce soit toujours plus que ce que ça a été. Et donc finalement, tant mieux. Si la prise de conscience est en train de venir maintenant, je trouve que la pente sur laquelle on était gravissime. Parce que ça finit par créer un rapport entre la totalité des citoyens qui se disent bon, bah, que fait l'État ? Il y a un chèque énergie, il y a un chèque alimentation, je voudrais un chèque école, il y en a un. Oui, on a compris. Chaque rénovation des Le bâtiments. chèque rénovation des bâtiments. Et donc finalement, la totalité de la nation finit par Le être dans chèque salle de bain, il est bon celui-là. Mais, bah oui, Faire des pourquoi travaux, pas, par exemple, faire pour des travaux, les personnes âgées. Non, c'est la rénovation Voilà, énergétique des bâtiments. Celui-là, ça, c'est un chèque légitime parce que c'est le bien public. Non mais, C'est le bien commun, c'est le climat. Oui. non mais il n'y a pas un domaine dans lequel on ne peut pas imaginer que l'intérêt général puisse aller gagner du terrain pour justifier qu'il y ait un chèque étatique. Donc ça finit par créer une attente perpétuelle. Toutes les imaginations sont braquées sur que fait l'État. Et forcément, l'État ne sera jamais à la hauteur de ce que peut être cette attente inassouvie et qui sera forcément déçue et frustrante au bout du compte. Donc c'est une tension qui va naturellement, à un moment donné, à la rupture de la révolution. Donc qu'on arrête les frais maintenant, il en était largement temps. Mais Julie, attends. C'est intéressant parce qu'en fait, enfin, je suis évidemment tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de tout de suite, on arrive avec une réponse avec un chèque. Qu'on ne saura pas forcément mettre en place, c'est le cas du chèque alimentation, enfin, cette idée du ticket resto, en fait, qu'on sait exactement fléché, orienté, etc. Ça serait formidable, quelque part, c'est le dernier kilomètre de la politique publique qui est quand même super compliqué à faire. Et moi, j'avais une discussion avec le patron d'une grosse boîte qui me disait, mais c'est compliqué quand des primes Macron passent par les feuilles de paye aussi, parce que quelque part, on essaye de donner une subvention aux gens qui passent par les entreprises. Enfin, c'est hyper complexe, en fait, ce dernier kilomètre pour être sûr que l'argent arrive à la bonne personne et soit dépensé au bon endroit. Tout à fait. Le sujet, et tout ça s'appelle chèque, qui est quand même, rien que sémantiquement, un sujet où on se dit, mais c'est quand même une espèce en voie de disparition. Et on voit bien qu'en fait, c'est vertigineux, quoi, cette attente sociale de tous les secteurs qui arrivent au guichet pour demander leur chèque. Enfin, le truc n'est juste plus tenable. Et c'est un peu le débat sur finalement les essentiels ou pas essentiels. Enfin, au moment ça positionne l'État dans un rôle d'arbitrage permanent entre les concitoyens, entre les différents citoyens. En temps d'arbitrage, quand on voit ce que coûterait la rénovation de nos prisons, qui sont une honte nationale et qui, quand même, à un moment donné, sont un sujet politique, et l'argent que l'on met sur des chèques de soutien au pouvoir d'achat, enfin, il y a un moment où on est quand même assez perplexe sur la capacité à résister effectivement à cette attente qui est quasi quotidienne, qui est de dire je veux mon argent sur à peu près tous les postes. Et donc on revienne un peu à la raison. Enfin, je pense qu'il était très très largement temps. La pente était. Enfin, ils le font sans le dire vraiment, quand même. Notons, parce que non, mais on peut avoir la révolution. J'ai vu ça il y a 2 jours, et puis hier, Elisabeth Borne a quand même un peu insisté sur l'idée que le robinet n'était pas fermé, quoi. Bertrand, sur l'extension à l'infini de la sphère publique, en utilisant ces arguments, je crois que je sais qu'il n'est pas à la mode, mais Friedrich Hayek, La route de la servitude, 1944, il est indépassable. Voilà. Maintenant, sur l'aspect politique... En une phrase. Ouais. Eh ben, il décrit exactement comment, dans les pays occidentaux, l'extension de l'État est potentiellement infinie et mène... au bout du bout, mène au totalitarisme. À la route de la servitude. Oui, et ça commence par l'économie, et ça commence ensuite le social, et puis ça finit par un État qui contrôle tout. Pardon, je pense que c'était temps, parce que sur l'énergie, il y a un tas de solutions entrepreneuriales pour baisser la consommation énergétique dans un tas de domaines. Et au lieu de se concentrer sur des solutions qui répondent aux problèmes, effectivement, il y a l'attente de quel va être le montant du chèque et comment on va réduire. Et c'est quand même...
au bout d'un moment, ça focalise les imaginations, les attentes, les débats, la vie démocratique sur qu'est-ce que demain matin l'État je veut comprends. ressentir. Et tout ce temps et cette énergie qui est consacrée, il n'est pas consacré à d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes, qui est de développer les solutions. Oui. Et alors, le mystère de tout ça, c'est que je ne suis pas sûr qu'un jour un gouvernement ait gagné une élection parce qu'il avait créé une dépense sociale supplémentaire. C'est j'ai ça la pas de- question. Mais Je pense que dans- Alors qu'ils sont persuadés du contraire, ils le font pour ça. L'exemple des 35 Les heures, mais, 35 heures, mais et- même les allocations qui sont créées, les doublements des allocations, tout ce que fait l'État. Et j'ai l'impression que parfois dans la classe politique, il y a un sentiment de presque dire que les Français sont ingrats. Après tout ce qu'on leur fait, tout ce qu'on leur donne, tous les chèques, et en plus ils nous réélisent pas. Parce que, et si Bernard le problème Sananès, était pas là, hier, et si Bernard le problème Sananès qui était était là hier, donc Institut Lab, qui regarde ça de très très près, disait que le chèque essence Oui. avait un effet, enfin la ristourne 30%, là, etc., enfin 30 centimes, etc., avait un effet qu'il avait rarement vu en termes de remontée du taux de satisfaction Oui, de la mais population. c'est Voilà, très je bien referme que juste la transitoire. parenthèse. Oui, mais- c'est Oui, très oui, bien sûr. Non, non, transitoire, je et te donc dis il faut ça. penser un politique à 6 ans d'une élection doit penser quand même au coup d'après. C'est clair. Et la déception qui accompagne la fin le sevrage. Et alors, dans ce cadre-là, Léonidas, tu veux parler politique monétaire, la remontée des taux d'intérêt, puisque c'est en partie lié aussi. À un moment, il Bien faut sûr. aussi arrêter le quoi qu'il en coûte, parce que nos C'est un poches, point tout très à coup, ne sont important plus infinies. que j'aurais souhaité aborder parce que je suis très circonspect devant le réflexe des responsables de banques centrales qui disent en substance notre job c'est de contrôler le robinet monétaire pour arrêter l'inflation. Comme c'est notre job, on va le faire et on va provoquer de la récession. Alors que j'avais une boîte qui a des succursales partout en France, qui a une facture énergétique de 400 000 euros par an. Elle est en train de renégocier son contrat. Et les propositions qu'elle a sur la table sont à 4 millions. La multiplication par 10 du coût énergétique va provoquer de la récession, provoque déjà des fermetures du chômage partiel. Donc la récession que de manière volontariste, les banques centrales voudraient provoquer en relevant les taux, on va la voir par une autre inflation que l'inflation, j'allais dire courante, qui est l'inflation énergétique, à laquelle l'augmentation des taux n'a aucun... Sur laquelle il n'a aucun effet, elle n'a absolument. aucun effet. Et finalement, on va faire une saignée sur un malade. Donc, qu'on laisse faire tranquillement la récession qui va venir avec la situation économique mondiale autour des pénuries, des ralentissements de la chaîne, de la supply chain sur la totalité des secteurs. Tout ça va avoir des effets qui vont être des effets récessionnistes et qui vont donc avoir également un impact sur l'inflation. Mais d'avoir les banques centrales qui disent, nous, à la limite, on ne regarde pas le reste, c'est notre job, on le fait, je trouve que c'est très étonnant, très envie de dire que c'est presque irresponsable. Et en Enfin, tous les cas, les banques ce que j'ai centrales, la nôtre, constaté, parce que la situation aux États-Unis n'est pas la même. c'est qu'il y a un écart absolu et symétrique entre les chefs d'entreprise et les économistes sur ce sujet. Les économistes appliquent sur la situation d'aujourd'hui la théorie monétaire en disant s'il y a de l'inflation, la plupart des économistes Ah non, comprennent et Léonidas. justifient. Ah non, alors que tous les chefs d'entreprise disent mais qu'est-ce qu'ils nous font? Non, alors pardon, mais là, Alors on n'a pas croisé on les en a, économistes. oui, parce qu'on en a vraiment beaucoup Bon. parlé autour de cette table. Non, ils savent très bien que la Banque centrale est coincée. oui. Point à la ligne. C'est-à-dire, elle sait parfaitement que c'est des causes exogènes qui provoquent une grande partie de l'inflation, 50, 60, 70%, peu importe, que la politique monétaire n'y fera rien. Et en même temps, elle est quand même obligée à un moment d'envoyer. L'histoire, c'est toujours, et on nous l'a bien expliqué la semaine dernière, casser les anticipations. Ouais. C'est-à-dire, l'histoire, c'est envoyer un signal à l'ensemble du monde économique qu'on ne tolère pas l'inflation et qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête qu'ils vont vivre dans un monde d'inflation durable. Voilà. C'est toute la dimension sociologique, humaine, psychologique de l'économie. D'accord. Moi, Et je donc, pense tu quand fais même ça pour que ça. L'ensemble des agents économiques lisent les journaux et qu'ils sont en train de constater que l'on est progressivement en train d'arriver à un alignement de chiffres qui vont nécessairement freiner la croissance et qui n'avaient absolument pas besoin d'un signal des banques centrales pour avoir ces anticipations. Ça se discute. Non, mais c'est pour ça se discute. Je te donne l'explication, mais en tout cas, non, les économistes sont très réservés là-dessus. Hein. Mais Christine Lagarde aussi, d'ailleurs, elle a une certaine franchise. Franchement, on peut leur reconnaître ça, une certaine franchise dans la situation pour reconnaître
qu'elle est très très compliquée à juguler en Europe. C'est plus simple aux États-Unis. Oui, alors, on pourrait dire que si on doit critiquer les banques centrales, c'est peut-être moins d'agir que d'agir beaucoup trop tardivement, c'est-à-dire après une période d'addiction à la création monétaire qui est quand même très très irresponsable des dernières années. Moi, après, c'est l'historien qui... Ça arrive un an avec un an de retard, oui. Au moins, je ne suis pas sûr qu'on ait eu besoin de taux négatifs pendant plusieurs années, alors même qu'il n'y avait pas de récession, etc. Mais on a une drogue monétaire qui commence à devenir évidente. Et les banques centrales aujourd'hui, les banquiers centraux sont face à un dilemme absolument terrible. Et par ailleurs, les taux réels, c'est-à-dire une fois qu'on retire l'inflation, sont quand même encore très négatifs. Donc on n'est pas encore, c'est pas encore la politique Volcker en 1979 où les taux sont à 20%. Non, on va pas y aller là, parce que là. Pardon, Bertrand, mais il y a un point quand même sur la nécessité de créer de la récession un peu artificielle. On est quand même dans un moment où il va falloir investir considérablement pour mettre notre économie en situation d'être beaucoup moins vorace sur le plan énergétique. Et ça demande des investissements. Ce n'est pas une question de chèque, c'est pas une question de politique, c'est pas une circulaire qui va libérer notre économie de la dépendance énergétique. Ce sont des investissements, ce sont des innovations. Et donc, on ne peut pas rendre les banquiers centraux responsables de nos politiques énergétiques européennes ineptes et aussi de notre politique agricole, de tout un tas de tout ce qui fait je ne parle même pas des politiques de sécurité. Tout ce qui fait l'avenir du pays, ce n'est pas les banquiers centraux qui l'ont saboté ces dernières années quand même. Donc on ne peut pas demander aux banquiers centraux de financer le renouveau d'un programme énergétique. Non, mais au-delà du programme énergétique, il y a des investissements dans le nucléaire. Que toutes les boîtes arrivent à avoir des investissements qui permettent d'être plus sobres sur le plan énergétique, c'est des investissements. Ce sont du nouveau matériel, ce sont de nouveaux équipements, c'est toutes les lampes LED. Enfin bon, c'est des investissements, mais c'est des innovations. D'où, Léonidas, d'où la volonté de rajouter un petit peu de récession à la récession pour casser les choses le plus vite possible et pour ne pas avoir, justement, puisque tu allais en venir là, à remonter des taux d'intérêt qui rendraient l'ensemble de ces investissements beaucoup trop chers. C'est ça que tu voulais dire. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'agir avec une certaine détermination. 0,75 points de base, pas non plus, comme ils disent, pas non plus Volcker. Peut-être de monter à 1,5 et de se dire qu'à ce moment-là, les anticipations seront cassées et qu'on pourra s'arrêter là. C'est un peu ça le schéma, si tu veux. Alors, si ça s'arrête là, on aura peut-être trouvé le chemin de crête. C'est le chemin de crête. Le chemin de crête est ténu. Mais franchement, ils sont dans une situation... Oui, enfin, pardon. Voilà, avec tout ça, comme le dit Bertrand, avec tout ça, avec la gestion du mur de dette des États, qu'il ne faut pas foutre par terre. Et c'est la grande différence avec les années 70, d'ailleurs, parce que la hausse énorme des taux d'intérêt au début des années 80... c'est exercé dans un contexte où les États étaient très peu endettés. Tout à fait. Et donc, ça n'a pas mis les États sur la paille. Si on avait un Volcker à la tête de la Banque Centrale Européenne, ça veut dire qu'un certain nombre de pays européens sont en cessation de paiement, et pas des moindres. Donc, on ne peut pas. Donc, la politique monétaire est soumise aujourd'hui à la politique budgétaire. Donc, ce qui limite le risque que les banquiers centraux augmentent les taux de manière inconsidérée. Enfin, Un petit mot, puisqu'on parle d'énergie, parce que ça m'a beaucoup intéressé. On va voir ça, sondage Louis Harris. Énergie, sobriété, climat. Donc nous sommes visiblement prêts à la sobriété. Les Français sont conscients que cette situation de tension sur l'énergie n'est pas forcément exceptionnelle, mais va sans doute se prolonger à long terme. Donc, sondage Harris Interactive, 61% des personnes interrogées font d'ores et déjà des efforts sur l'eau chaude et 55% baissent d'ores et déjà la température de leur logement. On ajoute qu'une partie des Français ressent un manque d'informations, notamment dans les logements collectifs, sur l'intérêt de leurs efforts individuels. C'est un sujet très intéressant parce que le thème de la sobriété là, qui s'est imposé, il faut bien qu'il y a finalement des agendas qui se télescopent entre une situation qui est liée à la fois à l'Ukraine, à la crise de production du parc nucléaire, à la sécheresse de cet été, et évidemment à la crise climatique de manière générale, où on sait qu'il faut à la fois pousser le nucléaire, pousser le renouvelable et pousser l'efficacité énergétique. Et donc ça montre bien qu'en fait les Français ont bien compris. Il y a ce levier très court terme qui est notre souveraineté. Et quand même, quand on voit les films de propagande de Gazprom qui coupent le gaz, je ne sais pas si vous avez vu. Non, je n'ai pas vu. Gazprom a fait un film de propagande où, en gros, on voit quelqu'un tourner le bouton du gaz et l'Europe plonger dans le noir. C'est assez incroyable. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un levier de mobilisation qu'on n'aurait pas soupçonné. Je pense que si au moins ça sert à ça, c'est-à-dire de se dire il faut qu'on
se défendre par rapport à... C'est presque une contribution à l'effort de guerre. Mais oui, bien sûr. Il faut se défendre contre ça. Mais c'est ça. Et ça, je pense que c'est quand même assez puissant. On n'aurait pas mis le sujet aussi haut à l'agenda des Français, des entreprises, s'il n'y avait pas eu cette situation exceptionnelle. Après, je pense que du coup, ce sondage-là, pour moi, dit, les Français ont compris que c'est pas le sujet de l'hiver 22. Que potentiellement, ce qui se passe aujourd'hui en Californie, où il y a à la fois les sujets de sécheresse, d'ouragan et tout qui se télescope, et où on demande aux propriétaires de voitures électriques quand même, ceux qui ont des voitures à essence peuvent rouler, mais ceux qui ont des voitures électriques ne peuvent pas recharger pendant une durée de temps. Ce sujet-là va se répéter d'un hiver à l'autre, même si un des facteurs se résout. Mais les Julie, Français vont apprendre, et c'est un effort de pédagogie intéressant. Alors, pas de il y a un coup à jouer en matière de communication intelligente cet hiver. On peut tous, mais il faut qu'il y ait la bonne. Il faut qu'il fasse comme pour le Covid, il faut qu'il demande à quelqu'un, alors pour le coup, un entrepreneur de l'affaire, cette appli. Il faut qu'il y ait la bonne appli pour RTE, pour les alertes, etc. Qu'on soit tous ensemble à un moment, à clac, parce que bien sûr, mais RTE. Mais ça peut être, c'est très bien. Hein. Oui, très bien, mais ça peut être une mobilisation nationale, je trouve formidable. Enfin, j'espère. On est d'accord. Il y a cette application. Il ne faut pas rater ce coup-là. Et EcoWatt est vachement bien. Ils sont en train de signer plein d'accords avec les entreprises. Pour l'instant, c'est de l'opt-in de volontariat. Mais quelque part, j'étais en Grèce l'été dernier. EcoWatt, tout le monde a reçu sur son. C'est le tous anti-Covid de la crise énergétique. C'est de dire, voilà, on est en zone verte, tout va bien, et puis soudain on est en orange. Tu sais exactement où t'es, et le jour où il y a un risque de délestage, t'es prévenu en disant vous coupez votre consommation, etc. Et moi, je suis sûr que les Français sont réceptifs à ça. En vrai, on est en train de réinventer. Des pratiques qu'on a vues chez nos parents, nos grands-parents, sur les heures creuses. Il y a plein de choses qui sont déjà. Non, mais dur avec nous, nos parents, nos gros-parents, on l'a vécu. C'est du bon sens. C'était nous aussi. C'est du bon sens. Et c'est vrai qu'on manque juste, les gens manquent d'informations. Je pense qu'on serait prêt à faire beaucoup d'efforts, y compris dans les boîtes. Mais effectivement, pour baisser de 10%. Non, mais c'est tout à fait nécessaire. Ouais. EcoWatt, Bertrand, tu as téléchargé EcoWatt? Je vais télécharger EcoWatt. Non, mais ça rappelle la chasse au gaspille des années exactement, 70. mettez un pull. Ils avaient de bons communicants à l'époque, dans les années 70. Tout à fait. Voilà. Mais enfin, c'était aussi le moment où la France devenait le plus grand spécialiste de production d'électricité nucléaire, avec la France probablement des plus grands exportateurs du monde d'électricité. Voilà. Donc c'est très bien. Sic transit Gloria Mundi. Tu vois, j'aimerais quand même qu'on comprenne pourquoi la loi actuelle énergétique continue de prévoir la fermeture de 12 centrales nucléaires. Il faudra qu'on m'explique quand même. Voilà. Le dis pas trop fort, parce que Jean-Bernard Lévy, ça lui a valu d'être taxé d'irresponsable et de. Oui, alors après, on n'est pas obligé qu'on ait responsabilité. Bon, 5 minutes, le lobbying Uber. Oui. Qu'est-ce que tu tires de cette... Puisque tu es... Alors, oui, lobbyiste, et puis même dans la fédération, il y a une fédération professionnelle d'ailleurs du secteur, non? Moi, j'ai accompagné donc je n'ai pas accompagné la fédération des Bon, mais 5 minutes... Mais ce débat me semble mettre en exergue, je crois qu'on a mis de côté la question de savoir si oui ou non Emmanuel Macron avait trop dialogué avec Uber. Il a dialogué avec Uber. Non, puis il a dit, on l'a montré, il en est fier, ça montre touché sans faire bouger l'autre. Moi, c'est le point de vue des lobbyistes qui m'intéresse. Il y a une chose que je trouve intéressante qui a été évoquée par Aziz Seni, qui a lui-même une entreprise de VTC qui est bien plus ancienne qu'Uber, c'est qu'il dit en substance, moi j'ai essayé de dialoguer avec les pouvoirs publics pendant des années, personne ne m'a écouté, puis un jour il y a Uber qui arrive, et puis il rafle la mise et c'est vrai, il a tout le dit monde ça. écoute. Et ça, c'est un point qui, moi, m'intéresse parce que je considère, et c'est vrai que c'est mon métier, que je suis très fier de ce métier, il est à l'intersection entre les représentants de l'intérêt général et tous ceux qui contribuent à l'intérêt général par leur liberté d'entreprendre. Et il y a une jonction entre les deux, c'est que beaucoup d'entreprises apportent de la plus-value en termes d'intérêt général. Et donc, il faut être au milieu pour assurer ce dialogue. Et ce que je peux regretter, et c'est un regret qui doit nous interpeller en termes de fonctionnement de la démocratie, c'est que des entreprises innovantes, nouveaux entrants, hors des écrans radars des États, des administrations, des gouvernements, des ministres et des parlementaires, ne puissent pas être entendus parce qu'ils ne sont pas armés en lobbying, comme un certain nombre de grandes boîtes peuvent être armées. Mais ce point-là, qui est un vrai problème de la démocratie, nécessite d'abord
que l'on cesse de considérer que le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises serait un dialogue malsain. C'est un dialogue qui est sain, c'est un dialogue qui est indispensable. Et une fois que l'on a accepté le principe, il faut se dire que lorsque l'on dialogue avec des entrepreneurs, il y a des grandes boîtes pour lesquelles l'État a l'impression de dialoguer avec ses équivalents, avec quasiment quelqu'un qui a rang de ministre, qui vient avec ses conseillers. Bon. Et puis il y a d'autres boîtes qui viennent avec une innovation, avec des start-up, avec 5 salariés, qui ont peut-être quelque chose d'extraordinaire à proposer. Et il s'avère que, encore aujourd'hui, un ministre, un cabinet, un parlementaire, devant une ETI, une grande boîte, une entreprise du CAC 40, accompagnée de surcroît, dit prenons un rendez-vous, et devant un entrepreneur qui vient et qui dit j'ai un truc génial à vous proposer, je voudrais vous rencontrer, il dit vous êtes qui ? Alors Aziz va même plus loin, il dit, ils nous ont pas écoutés, surtout ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit, et si vous le faites, on va vous casser les reins. Voilà. Alors c'était il y a 2 jours, allez voir Bismart il y a 2 jours, on s'est bien écharpé sur le sujet. Aziz Seni a totalement raison de mettre en avant cet élément-là, parce qu'il met en exergue le déséquilibre qu'il y a entre une entreprise qui vient avec une structuration de son message qui fait qu'à un moment donné, il dialogue avec les pouvoirs publics presque d'égal à égal, et puis un entrepreneur comme Aziz Seni à qui on dit vous vous couchez, sinon on vous casse les reins. Voilà. Alors il s'avère que moi j'ai fait tomber 20-25 monopoles depuis que j'exerce mon métier, que mon métier c'est de faire tomber des monopoles, et je sais ce que l'on dit aux tombeurs de monopoles, on leur dit effectivement on va vous casser les reins. Bon ben on résiste. Non, c'est intéressant. Julie, un mot ? C'est un peu ton métier aussi ? Pas lobbying, Oui, mais en non, tout mais cas accompagner la communication d'un certain nombre d'entrepreneurs. Moi, j'ai pas compris forcément. Il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, pour les entrepreneurs, on a changé d'époque aussi par rapport à ce moment Uber, etc. Qu'aujourd'hui, quand même, les échanges sont là et qu'on a un gouvernement qui est relativement ouvert aux entrepreneurs et qui a compris, l'intérêt de dialoguer avec eux. Donc, je trouve que voilà, le sujet se pose moins aujourd'hui. La révolution... C'est un peu ce que je répondais à Aziz, c'est-à-dire... Mais bon, alors, allez voir l'émission. C'est-à-dire, ils arrivaient quand même avec quasiment un projet de société, Uber, qui était très intéressant. D'où d'ailleurs ce mot ubérisation. C'est bien la preuve qu'ils arrivaient avec quelque chose de puissant. Mais et donc, pardon, mais voilà, juste c'est pas comparable. En technique de lobbying. Un mot. Dans un cas, on vient avec un discours politique, et dans l'autre cas, on vient avec une entreprise qui a son propre modèle et auquel on dit non, mais votre modèle, il colle pas avec la loi. C'est pas comparable. Et donc, effectivement, il y a toute une technique qui consiste à tenir un discours politique à des politiques. Et cette technique-là, c'est ce qui s'appelle du lobbying, et c'est là où il y a un point de jonction. Et un savoir-faire. Et un savoir-faire. Ce sera le mot de la fin. Merci les amis, merci de nous avoir suivis. Demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.